Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 3 septembre 2021. Au sommaire, l'incarcération du fondateur de l'association Union chrétienne pour l'éducation et le développement des héritiers ICDD en cible serait consécutive à un plan de spolier certains domaines concédés à la population autochtone de la province de Chibitoke. Un plan qui aurait été mis au point par le représentant légal adjoint de cette association. Au sommaire également, les administratifs en commune et Buganda de la province de Chibitoke sont accusés par la population de pratiquer la fraude. Au chapitre diplomatie, le Burundi et la République démocratique du Congo envisagent de travailler étroitement dans le cadre de sécuriser au maximum leurs frontières communes. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Ouvrons cette édition sur la page Droits de l'homme. 3 membres du parti CNL ont été portés disparus en il y a 10 jours dans la commune Rugabira de la province Kirundo. Arrêtés différemment par les agents de sécurité, les familles respectives ne sont pas informées du lieu de détention de l'air. Le point avec Roger Cuisir. La récente victime portée disparue dans la commune Bugabira est renommée Christophe Niyonzima, habitant de Ruheye. Il a été arrêté le 27 août 2021 au carrefour de Muyinga et Ngozi. La victime était chauffeur d'une voiture de marque Probox. Ceux qui ont vu son arrestation indiquent qu'il a été arrêté par 2 personnes et embarqué dans une camionnette dont les vitres n'étaient pas transparentes. De plus, Niyonzima venait d'être rapatrié en provenance du Rwanda et s'était engagé avec le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Et même les informations en provenance de la commune Bugabira, faut savoir que Jean Bosco Munyenwari, membre du parti CNL, a été arrêté le 23 août, de même que Lukazami Higo, membre du parti Iprona. Tous les deux sont originaires de la sous-colline Nwango, dans la zone Kigoma. Tous ont été arrêtés par la police qui était venue à bord d'une camionnette qui, selon les sources sur place, serait des commissaires de la police de la dite province. Via ces arrestations, toutes ces victimes étaient à leur domicile. Jusqu'à présent, les membres des familles de ces victimes indiquent qu'ils ont cherché dans toutes les prisons de Kirundo, mais qu'ils n'y ont trouvé personne. Contacté à son propos, Twizerimana Eric, administrateur de la commune Bugabira, n'a pas décroché son téléphone. Merci à toi, Eloge Kwizera. Toujours en page des droits de l'homme, l'incarcération du fondateur de l'association Union chrétienne pour l'éducation et le développement des héritiers, ICDD en sigle, serait consécutive à un plan de spolier certains domaines concédés à la population autochtone de la province de Chibitoke. Certains membres de la dite commune indiquent que ce plan aurait été mis au point par le représentant légal adjoint de cette association, en même temps député au sein de la communauté est-africaine. Plus de détails avec Marie-Ange Ilakoz. Ces lopins de terre se trouvent à la 4e avenue sur la colline Kagazi, zone Chibitoke, en commune Rugombo de la province Chibitoke. Ils sont au nombre de 2 avec une superficie de 6 hectares, dont l'un mesure 4 hectares et l'autre 2 hectares. Les informations en provenance des peuples autochtones de cette localité font savoir que Innocent Mawikidi, fondateur de l'association UCDD, a acheté ces terrains pour que ces Batois puissent y pratiquer l'agriculture. Innocent avait constaté que continuer à louer ces terres ne serait pas bénéfique pour les autochtones et a décidé d'acheter les 2 terrains pour eux. Innocent Marouikidi a payé en 3 tranches celui de 4 hectares et a installé ses batois et ces derniers ont commencé les travaux. C'était une ferme exemplaire dans toute la province de Chibitoke. abatwa bakoleza muri amatongo abiri baratangura gukora yari ferme mu Chibitoke bose bemera
Ces citoyens de l'ethnie 3 indiquent qu'en complicité avec leur encadreur dans le domaine de l'agriculture, Alfred Ahingejeje, représentant légal de l'UCDD à l'époque, aurait planifié de s'accaparer de ces lopins de terre. Le député Alfred est un ami de longue date de Siméon car ils sont tous originaires d'Omawaï. Quand Innocent s'est rendu chez Siméon pour lui demander de lui remettre les titres de propriété, celui-ci a refusé et a exigé la présence d'Alfred au préalable. Innocent a saisi le gouverneur avec la conviction que les documents étaient au nom de l'association. Mais ils ont constaté que Siméon, qui devrait juste jouer le rôle de commissionnaire, s'en était finalement attribué. Cette population soutient également que l'emprisonnement d'Innocent Mahouikidi serait étroitement lié à ces terrains. Ils craignent en effet qu'Alfred Ahingejeje, actuellement représentant légal adjoint de l'UCDD et député à la communauté est-africaine, pourrait revenir encore une fois pour s'approprier de ces terrains. Alfred a alors fait tout son possible pour inculper injustement Innocent jusqu'à ce qu'il soit incarcéré. Tout est lié à ces terres. Alfred et Siméon savent bien que le lopin de 2 hectares n'est pas encore enregistré et qu'en l'absence d'Innocent, ils peuvent s'en accaparer au détriment des Batwa. Le fondateur et directeur national de l'UCDD vient de totaliser 1 mois à la prison centrale de Gitega. Merci à toi, Marie-Ange. Il a causé. Après cette courte pause, nous parlons gouvernance. Je vous le disais dans les titres, les administratifs en commune et Buganda de la province de Cibitoke sont accusés par leur sujet de pratiquer la fraude. Les habitants de la commune de Buganda indiquent que leur administrateur travaille en connivence avec le chef de la zone Ndava et les Imbonerakure pour exercer le commerce frauduleux. De la fraude signalée sur la rivière Lusizi qui sépare le Burundi et la République démocratique du Congo. Le détail avec Emmanuel Nyungeko. L'administrateur de la commune de Buganda, Pamphile Hakizimana, et le prénommé Mao sont les 2 administratifs accusés de mener des activités frauduleuses sur la rivière Rusizi séparant le Burundi et la RD Congo. Selon les habitants de cette localité, ces administratifs pratiquent cette fraude en collaboration avec des Imbonerakure qui travaillent pour eux, raconte cet habitant de Buganda. Ces activités frauduleuses se font entre la 7e et la 8e transversale. Les meneurs de cette fraude sont l'administrateur et le chef de zone. Ils embauchent les Imbonerakure pour faire traverser des marchandises dont les pagnes ainsi que du bétail, à savoir les chèvres et les vaches. Ces habitants de la commune de Buganda indiquent également que celui qui tente de dénoncer ou arrêter cette fraude est attaqué par ces fraudeurs. Le cas illustratif évoqué par cette population, c'est celui de la nuit de lundi ou mardi où un officier militaire a voulu arrêter ceux qui faisaient la fraude, mais ces derniers l'ont tabassé et n'eût été l'intervention de ces agents de transmission, le pire aurait pu se commettre. Cet officier militaire a eu des informations qu'il y a une pratique de fraude faite par l'administrateur communal et le chef de zone. Il est allé en tenue civile pour poursuivre les Imbonerakure qui voulaient faire traverser illégalement les marchandises. Ces Imbonerakure l'ont sérieusement battu et ont failli le tuer. Par la suite, 3 d'entre ces Imbonerakure ont été arrêtés et sont incarcérés au cachot de la commune de Buganda. Les habitants de la commune de Buganda demandent aux autorités hiérarchiques d'agir dans l'immédiat pour stopper cette fraude pratiquée par ces administratifs à la base. Nous avons essayé de joindre Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune de Buganda, mais sans succès. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. En page diplomatie, 2 pays, à savoir le Burundi et la République démocratique du Congo, envisagent de travailler étroitement dans le cadre de sécuriser au maximum leurs frontières communes. Autre objectif, démanteler les groupes armés qui se trouvent dans les montagnes du sud Kivu en RDC. Cela ressort d'une réunion de 3 jours entre les équipes diplomatiques de 2 pays tenues à Kinshasa en RDC. Le point avec Mable Nishim.
Depuis mardi 31 août jusqu'au 2 septembre 2021 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, s'est tenue une réunion entre les délégations diplomatiques du Burundi et de la RDC. Albert Shingiro, chef de la délégation burundaise, dans cette réunion, a affirmé que les deux pays vont bientôt œuvrer conjointement pour mieux sécuriser les frontières communes et tenter de déloger les groupes armés qui se trouvent dans les montagnes du Sud Kivu en RDC. Nous allons travailler étroitement ensemble pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui pilulent dans la partie est de la RDC, surtout le Sud Kivu, qui est frontalier avec le Burundi. Vous êtes sans ignorer que la partie est de la RDC, il y a des forces négatives, des groupes résiduels qui n'ont pas d'agenda politique. Cette partie est frontalière au Burundi, bien évidemment, nous sommes concernés au premier chef. Nous sommes appelés à travailler ensemble étroitement. S'il faut organiser des patrouilles parallèles ou des opérations conjointes pour mettre hors d'état de nuire ces forces négatives dont les effets affectent négativement la vie de nos populations, nous le ferons de commun accord avec la partie de la RDC. Il s'agit d'une réunion organisée dans le cadre des engagements pris par les deux parties lors de la visite d'État en RDC du président burundais Evariste Ndayishimiye du 12 au 14 juillet 2021. Les deux chefs d'État avaient signé plusieurs accords relatifs au développement économique et la construction du chemin de fer Gitega-Uvira-Kindu. Toujours en page diplomatie, la recherche de la paix dans la région de Grand Lac par les actions collectives était l'objectif de l'atelier de 3 jours qui a pris fin hier au Soudan. Selon la CIRGL et ses co-organisateurs, l'exploitation illicite des minerais fait partie des principales causes de l'instabilité dans la région. L'exploitation illicite et les contrebandes des minerais très rentables comme le coltan, la cassitérite, le wolframite et l'or contribuent à financer les groupes armés et à maintenir les réseaux criminels selon le secrétariat général des Nations Unies pour les Grands Lacs, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL et la coopération allemande GIZ. Ces trois organisations expliquent qu'il s'ensuit l'embrasement des conflits et l'exacerbation de la tension entre les États. Ainsi, l'atelier clôturé ce jeudi à Khartoum avait plusieurs objectifs selon ces trois organisations. Explorer les options pour lutter efficacement contre l'exploitation illicite et le commerce des ressources naturelles, traiter les liens avec les groupes armés illégaux dans la région et mettre en place une plateforme pour discuter d'actions coordonnées conjointes entre toutes les parties prenantes. Ceci passera par le renforcement de 3 secteurs clés selon les Nations Unies, la CIRGL et la GIZ. C'est notamment la mise en œuvre de l'initiative régionale contre l'exploitation des ressources naturelles, les partenariats ainsi que le renforcement des capacités de la CIRGL. Parmi les recommandations, il faudra également sensibiliser les pays de transit et de destination à contribuer à ces efforts en cours. L'accent a également été mis sur le renforcement de la lutte contre l'impunité des crimes liés aux ressources naturelles. En plus des membres des organisations régionales et internationales, parmi les plus de 100 participants à cet atelier qui tentait de proposer des solutions à des décennies de conflits et d'instabilité politique dans la région des Grands Lacs, figuraient les habitants des 12 pays membres de la CIRGL, dont les Burundais. Les malversations économiques observées à Onatel sont imputables aux responsables qui se sont succédés à diriger cette société et au ministère de tutelle. Réaction du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et malversation économique, OLICOM, par rapport aux propos du président de la République, signifiant que les employés de l'Onatel ne bénéficieront pas de leur salaire. Pour Gabriel Ruffieri, il serait injuste de généraliser l'infraction, d'autant plus que le personnel n'a cessé d'alerter sur les malversations qui gangrenaient l'entreprise. D'une entreprise publique incombe d'abord au conseil d'entreprise qui regroupe le directeur général et le directeur de département, mais aussi le conseil d'administration, qui sont nommés les deux par décret. Mais aussi, il y a le ministère de tutelle qui révise les décisions prises par le conseil d'administration. Le personnel est là pour exécuter les ordres de ses chefs, de les chefs hiérarchiques. Mais au niveau de la gestion du personnel, chaque employé a un dossier individuel. C'est-à-dire, il est coté à travers son dossier qu'on doit voir s'il a travaillé ou pas. Donc, la responsabilité
de la faillite de l'ONATER n'incombe que à ces organes que je viens de citer. Ça, c'est un. De deux, le personnel est protégé par la Constitution burundaise et d'autres lois qui en découlent. Mais aussi, il faut savoir que les conventions internationales que le Burundi a ratifiées protègent le personnel. Donc, ne pas les payer, c'est la violation flagrante de ces lois, mais aussi la violation flagrante des traités internationaux que le Burundi a ratifiés. Donc, ils pourraient porter plainte et inévitablement, ils devront avoir gain de cause. Toujours en page gouvernance, la Fédération nationale des syndicats de l'enseignement et de l'éducation du Burundi s'insurge contre les documents exigés aux enseignants qui sollicitent des crédits auprès de la Fondation Logement pour enseignants. Antoine Manouma, représentant de cette fédération, indique qu'il s'agit de mesures contraignantes vu que certains documents ne figurent pas dans le terme du contrat. Suivez plutôt Antoine Manouma, il est le représentant de la Fédération des enseignants et de l'éducation. Au sein de la Fédération nationale des syndicats de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous sommes informés de la lamentation des membres qui demandent des crédits dans la Fondation pour le logement des enseignants FLE. Ces lamentations concernent les exigences liées à certains documents, notamment le certificat foncier et le titre de propriété. Ces mesures sont récentes, surtout que, au départ, la présentation de l'attestation de possession de parcelles ou du contrat d'achat suffisait pour accéder au crédit octroyé par la Fondation pour le logement du personnel de l'enseignement. Les exigences de ces documents que je viens de citer si haut s'inscrivent dans la logique des mesures contraignantes qui sont aujourd'hui imposées aux membres de la Fondation pour le logement du personnel de l'enseignement par les organes qui gèrent cette fondation. Surtout qu'aujourd'hui, la Fondation se confond avec un groupe de syndicats affiliés à la coalition des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale COSESONA. Pourtant, les enseignants sont les premiers contribuables dans cette fondation, ainsi que les appuis qui ont été octroyés par le gouvernement au départ, qui s'élevaient à 200 millions par an. La fondation est constituée par des fonds cotisés mensuellement par les enseignants affiliés. Ce sont ces fonds alors qui sont donnés en hypothèque dans les banques pour que les crédits sollicités par la fondation soient décaissés par ces institutions bancaires. Antoine Manouma demande qu'il y ait consultation des membres de la fondation avant toute prise de décision. Suivez encore une fois Antoine Manouma. Normalement, pour prendre des mesures, il fallait que les membres de cette institution soient consultés. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'une poignée de personnes à la tête de cette institution prend des mesures sans consulter les concernés. Donc, le capital relève entièrement des contributions des enseignants affiliés. C'est pourquoi même les mesures qui devaient être prises par l'organe directeur de la fondation devaient tenir compte des doléances, des avis des affiliés. De plus, certains syndicats des enseignants ont été exclus des organes de décision, notamment les syndicats affiliés à la Fédération nationale des syndicats de l'enseignement et de l'éducation du Burundi. Pourtant, leurs membres sont affiliés à la Fondation pour le logement des enseignants. C'est un manquement grave parce que notre fédération pourrait donner des contributions pour édifier cette institution financière. Il faut alors que les organes de gestion de la Fondation pour le logement des enseignants soient des organes inclusifs. C'est pourquoi nous demandons aux gestionnaires actuels de la Fondation pour le logement des enseignants d'ouvrir les portes à tous ceux qui sont concernés, d'écouter d'abord les doléances, les avis des affiliés avant de prendre toutes mesures les concernant, de cesser de prendre des mesures qui sont en dehors des textes réglementaires de la Fondation. Parce qu'il y a beaucoup de besoins exprimés par les membres de la Fondation, mais qui ne sont pas tenus en considération. Il est donc impérieux et urgent que la situation soit inversée. Cette réaction intervient après les grognes de certains enseignants de la mairie de Bujumbura qui sont exigés de présenter un certificat foncier pour accéder au crédit. Parlons société à présent. 13 000 familles situées au sud-ouest du Burundi sont bénéficiaires d'une aide du programme alimentaire mondial PAM dans le cadre de prévenir les risques liés aux catastrophes naturelles dans cette région. L'aide consiste principalement
à la réhabilitation des maisons des vulnérables les plus exposées dans les zones à risque afin d'anticiper dans la gestion de ces catastrophes. Les détails avec Francine Mahoro. Cette aide accordée aux habitants du sud-ouest du Burundi vulnérables des catastrophes naturelles est composée d'un montant de 135 000 €. Comme l'indique l'OCHA à travers son site internet, cette aide a été octroyée par l'Union européenne en passant par le Programme alimentaire mondial. Ainsi comme l'a expliqué également Hussein Tale, directeur et représentant du PAM au Burundi, les objectifs de cette aide sont de mieux préparer les communautés du sud-ouest du Burundi aux catastrophes naturelles et de réduire les besoins d'assistance pendant ces situations. Comme l'indique aussi OCHA, cette aide est destinée à prévenir les catastrophes naturelles dues au changement climatique dans les régions du sud-ouest du pays, y compris les inondations. Ainsi, 13 000 familles ont bénéficié de cette aide dans le but d'anticiper la gestion de ces catastrophes, surtout par le renforcement de leur ménage, l'achat des équipements nécessaires pour réduire les effets des inondations. À part cette aide, le PAM a mis en place 20 comités chargés de la gestion et la réduction des risques de ces catastrophes naturelles dans les zones les plus exposées. Ces comités sont constitués de 160 membres parmi eux 50 sont de la Croix-Rouge. Selon toujours OCHA, ces comités ont été formés sur le fonctionnement de l'approche de financement basée sur les prévisions et le système d'alerte précoce. En plus, ces comités ont été formés à ce qui concerne la communication et plus de 10 radios communautaires ont été ouvertes et diffusées sur 10 provinces du pays. De leur côté, ces comités ont élaboré des plans d'action anticipatifs dans le but de bien se préparer face à ces inondations. Merci à toi aussi, Francine Mahoro. Dernière nouvelle de cette édition, inquiétude au sein des réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie. Inquiétude soulevée par la mesure de la police du camp qui interdit à tout réfugié de sortir de la maison à partir de 18 h. La mesure serait consécutive au vol commis dans les stocks des biens destinés aux réfugiés. Un vol qui aurait été commis par des policiers. Ces derniers voudraient alors s'en laver les mains pour endosser le forfait aux réfugiés. Les détails avec Elvis Nyomungere. Le vol dans le stock principal de la zone IN a été perpétré dans la soirée de mercredi dernier. Ce jour-là, on venait de stocker des aides composées entre autres de lampes minutes de plaques solaires et qui peuvent servir pour charger des téléphones portables, des sons et bien d'autres aides destinées aux réfugiés. Les lampes étaient principalement visées lors du vol. Les réfugiés s'attendaient à une distribution dès le début de la semaine prochaine. Il est évident qu'il s'agissait d'un plan élaboré par les policiers pour dévaliser le stock. On attendait la distribution des ustensiles la semaine prochaine, mais il semble qu'ils ne pouvaient pas se retenir face à ces lampes. Voilà alors qu'ils les aient volées. Ainsi donc, plusieurs réfugiés ont été arrêtés le même soir. Ce soir-là, des réfugiés qui ont passé dans les alentours du stock pour en fait se rassurer qu'ils ne constitueraient pas de témoins gênants. Ils voulaient aussi éviter qu'ils effectuent des mouvements dans les environs afin qu'ils puissent continuer leurs opérations sans gêne. Et à partir de ce jeudi, il a été instauré un couvre-feu. Ils ont ordonné aux réfugiés de rentrer chez eux à 17h30 pour qu'à partir de 18h, il n'y ait plus de mouvement dans les rues. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le responsable du camp d'Onduta pour plus d'éclaircissements en rapport avec cette situation. Merci à toi aussi, Elvis Nyomungere. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. Vous étiez à la présentation avec Onésime Dushimagit. Bon week-end.